D'abord, je suis ravi de partager cette expérience avant-vente SEO, donc l'avant-vente d'agence SEO. Hein. Je vais me présenter, je vais vous raconter un peu d'où je viens juste après. Cette courroie de transmission, finalement, hein, c'est cette espèce d'intermédiaire entre des experts, pas toujours, en tout cas sur des sujets qui ne sont pas toujours hyper compréhensibles, hyper simples pour tout le monde, et on va dire des entreprises qui, pareil, ne sont pas toujours très expertes, et donc il faut cette courroie de transmission, être capable de simplifier et raconter les choses de manière à ce que ça soit assez concret pour les entreprises. Alors, donc moi, je suis Emmanuel Girard. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai été dans le consulting. J'adore rencontrer des entreprises, écouter leurs problèmes, ou en tout cas leurs enjeux, réfléchir, analyser avec des experts, évidemment, parce que je ne sais pas tout, et trouver des solutions et leur proposer des solutions pour régler les problèmes j'adore voilà, moi, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Alors, je l'ai fait tout particulièrement sur les sujets on va vous aider à aller chercher de nouveaux clients. Je l'ai fait en élevage et en chasse. Alors, dans un premier temps, on va dire une première partie de ma vie professionnelle, c'était, on va dire, dans l'ancien monde, les points de contact médias, puisqu'en fait, on réfléchissait à des plateformes de marque et puis on illustrait, on exprimait ses positionnements sur les médias classiques. Et puis après, le numérique, le digital, le web est arrivé et j'ai fait la même chose dans ce milieu-là. J'ai commencé chez Baobaz. Du coup, Baobaz, il développait des sites en Magento pour du e-commerce. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que l'entreprise était sur un modèle économique de délégation qui n'était pas très rentable, mais j'ai eu l'opportunité, une super opportunité, celle de démarrer le SEO vraiment, pour le coup, qui était un sujet qui m'avait déjà intéressé, chez Search 4 Site, donc avec Philippe Yonnet qui est passé ce matin, et d'autres. Et c'est là que j'ai pris une fonction de développeur commercial. Donc l'idée, c'est d'assurer l'avant-vente auprès de gens qui viennent chercher Search 4 Site et puis de gens qu'on va solliciter parce que leur entreprise nous intéresse. Et puis dans la continuité, Cluster SEO qui m'a semblé être une évolution intéressante du métier du conseil, notamment grâce à la data et tout ce que la data amène en termes on va dire, de précision, d'exactitude sur ce métier. Alors, ce que j'ai appris simplement, le principe, c'est que j'ai suivi un peu un entonnoir d'avant-vente, mais en fait, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre pour me poser des questions, n'hésitez pas. Je vais vous raconter 2-3 choses. Alors, la première chose, j'essaie de le faire à chaque fois, c'est avoir une approche assez optimiste, enthousiaste, toujours mettre en présentation quelque chose qui donne des perspectives enthousiasmantes pour les interlocuteurs. Alors, par exemple, ici, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire que c'est vrai que c'est le Covid, le masque, des perspectives économiques qui sont quand même pas exceptionnelles, et à la fois, même si sur le numérique, quand même, enfin, on est un peu mieux loti. Et je démarrais par dire, oui, il y a eu effectivement une perte de PIB de à peu près 11%, mais en 2021, on attend une croissance de 8%. Une croissance de 8%, c'est colossal. C'est une croissance à la chinoise de ces dernières années. Ça veut dire qu'il y a du chiffre d'affaires à aller chercher. Alors on m'a dit oui, mais en fait on va récupérer ce qu'on a perdu. Oui et non, parce qu'en fait ça va quand même se redistribuer autrement. C'est-à-dire que par exemple j'étais en contact avec Camailleux, où il y a aussi Eram. En fait la crise du Covid leur a fait prendre conscience, enfin ils ont pris clairement conscience du fait qu'ils avaient du retard sur leur transformation digitale, et donc forcément ces entreprises vont s'assainir d'une certaine manière, hein. Elles vont on va dire fermer des magasins, etc. Mais elles vont évidemment travailler encore mieux, en tous les cas, chercher à améliorer leur présence et leur visibilité dans le web. Un autre point, rapidement, Aviva, j'allais présenter, alors là, donc c'était Cluster, j'allais présenter simplement Cluster, il n'y avait pas de préanalyse, hein, et l'idée c'était, en fait, je suis dans la salle d'attente, il y a un écran corporate où on dit Challenge Aviva 2025, plus de 135 000 clients, etc. Enfin, un truc corporate, on va dire, de chez Aviva. Et j'ai fait un screenshot en fait, de ça et je l'ai mis dans la presse au tout début en leur disant écoutez, ça tombe bien, si vous avez 135 000 nouveaux clients à aller chercher, le SEO va évidemment jouer un rôle important parce que c'est probablement le levier sur lequel vous allez pouvoir compter, en tous les cas, pour aller chercher de nouveaux clients. Alors, autre chose que j'ai appris, évidemment, on est toujours, quand on est au développement commercial, en fait, on s'intéresse aux entreprises. Les entreprises, c'est une vitrine aussi pour nous derrière. Elles sont plus ou moins intéressantes dans leur activité. Mais ce que j'ai appris, c'est clair, c'est qu'en fait, les entreprises, c'est important, mais c'est d'abord les gens auxquels il faut s'intéresser. C'est-à-dire vos interlocuteurs directement dans l'entreprise, s'intéresser à eux, et c'est ce qui va faire, justement, on va dire, une espèce d'empathie qui va rendre votre... Et puis, une posture aussi. Une posture, alors...
je peux suggérer quelque chose, une posture d'aide en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une personne en face de vous qui fait face à plein de choses un peu complexes, un monde qui va très vite, un écosystème compliqué, une organisation interne qui n'est pas toujours simple, souvent des enjeux sur plusieurs leviers, et donc voilà, ils n'ont pas que le SEO en tête, et puis il y a une pression business évidemment importante. Et donc, moi, j'ai envie de suggérer ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'avant-vente, c'est vraiment se dire, moi, je vais me mettre en posture d'aide, je vais aider mon interlocuteur, mon interlocutrice à trouver une solution à son problème. Alors, l'aider à quoi? Bon, j'ai fait 3 points, mais il pourrait y en avoir évidemment plein d'autres. Hein. Comprendre les solutions du marché et vous comprendre, vous, quelle place vous avez sur ce marché. Les performances de son site, évidemment, c'est un peu le cœur du sujet. Et puis, l'aider à comprendre ce dont elle a besoin. Alors, petite analogie ou parallèle avec le vélo. En ce moment, le vélo, on en parle dans tous les sens. Moi, ça m'intéresse. D'ailleurs, je suis venu en vélo. J'ai commencé à regarder un peu les vélos, quelles sont les solutions. Il y a plein de choses, des pliables, des électriques, des VTC, des VTT, des solutions de leasing, des solutions d'achat. Il y a des startups avec des vélos connectés, etc. En fait, quand on rentre dans le sujet du vélo, c'est extrêmement compliqué. Enfin, du coup, donc pour trouver l'offre qui vous correspond, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais faire un parallèle avec ça. Je ne sais pas s'il est réussi. Vous allez me dire s'il est réussi ou pas. Avec le SEO, en fait, le SEO, c'est un peu pareil. En gros, quand un annonceur, une entreprise a des sujets de SEO à régler, en fait, il y a quand même énormément de boîtes qui se positionnent sur ça hein, et qui disent moi, je vais vous aider à régler vos problématiques. Donc, c'est quand même très compliqué pour votre interlocuteur de comprendre exactement à qui elle a affaire. Donc, une des 2 autres choses que j'ai appris, c'est qu'il faut l'aider à comprendre ce qui vous différencie et vous rend meilleur que les autres. Toutes les entreprises ont une histoire spécifique hein, qui part d'un ADN particulier. En fait, il faut être capable de le raconter. Parce que comme ça, il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. On va le voir sur quelques exemples en dessous. Bon, quel métier vous faites? Quelle est votre offre? Qu'est-ce qui vous permet? Qu'est-ce qui supporte cette offre, en fait hein? Quelles sont les preuves? Vous avez, par exemple, des méthodos ou des technologies qui vous permettent de prouver ça. Ça amène quelle promesse et ça amène quel bénéfice pour vos clients potentiels. C'est important en fait. L'idée c'est qu'est-ce qui vous rend unique et vous situe un peu dans l'air du temps ou les attentes des gens. Qu'il n'y ait pas d'erreur sur la marchandise. Vous défendez entre guillemets une valeur ajoutée, vous allez mettre en avant une valeur ajoutée, vous ne pouvez pas tricher sur cette valeur ajoutée, sinon il y aura une déception à la livraison. Donc en fait l'idée c'est de bien être aligné sur ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle est capable d'apporter réellement à l'annonceur. J'ai mis quelques exemples, il y en a évidemment plein d'autres, hein, mais alors Data SEO Lab, ils ont initié les sujets de la data sur le SEO, ils font de la formation, mais c'est très clair, voilà, nous on a compris, on a des méthodos, on a des data lakes, et on arrive à trouver, on va dire, des approches plus précises, plus scientifiques sur le SEO. Clostar a surfé, enfin, initié aussi, hein, d'un point de vue plus concret aux opérationnels, pour le coup, en tant qu'agence conseil, cette dimension data au service des performances SEO. Smart Keyword, alors, parce que du coup, je regarde en ce moment un peu ce qui se fait, parce que c'est un métier qui bouge beaucoup, les positionnements des entreprises, en fait, évoluent beaucoup. Smart Keyword, c'est un sujet qui me paraît assez intéressant aujourd'hui, qui correspond, j'ai l'impression, à une maturité du marché, qui est que aujourd'hui, les annonceurs, enfin les entreprises, ont une maturité plus grande en SEO, on peut le dire comme ça. Et en fait, l'idée de leur proposer un logiciel qui va leur remonter des KPI, qui va leur remonter des correctifs, voilà, qui va les aider à être plus autonomes en fait, hein, dans leurs problématiques SEO, et d'y rajouter en plus du consulting sur des problématiques un peu plus complexes qui ne sont pas forcément maîtrisées, me paraît être, aujourd'hui, en fonction des solutions que je connais du marché, une approche intéressante. Je propose quelque chose de plus mature à des gens qui sont un peu plus matures. Bon, je ne vais pas passer tout le monde parce que sinon je vais vraiment prendre du temps, j'en suis qu'à la slide 13. Search for Site, l'historique à position, la technique, c'est ce qui a fait le succès de Search for Site. Hein. Ils ont fait un virage sur la data maintenant, mais ce qui a fait vraiment leur réussite, c'est ça. Et Urenil, parce que c'est une autre approche aussi qui me paraît intéressante. En gros, c'est comment je prends le SEO et je le traite en fait en l'intégrant à l'ensemble des leviers, à l'ensemble de l'écosystème. Vraiment, je ne vais pas cloisonner sur le SEO. Je vais parler de tout ce qu'il y a autour. Toujours parler d'innovation et de nouveauté, il faut faire un peu rêver, alors j'aime pas ce terme parce qu'il est un peu excessif, mais en tout cas il faut emmener les gens, il faut qu'ils aient l'impression qu'en allant avec vous, qu'en bossant avec vous, ils vont accéder à quelque chose qui leur donne un peu envie, quoi. C'est important. Alors le NLP, chez Clostar par exemple, il y avait cette catégorisation dont on va parler juste après, le predict ranking.
est un sujet intéressant qui dit bien qu'avec de la donnée, on peut avoir des précisions voilà, sur les performances. Le maillage automatique, la méthodo aussi, hein, vous pouvez avoir des approches méthodologiques un peu différentes. Enfin, tout ça, ça emmène quelque part. Et évidemment, l'innovation, c'est aussi parler des nouvelles exigences ou des exigences à venir de Google. Toujours parler des clients, c'est incontournable. En fait, en vrai, le commercial a beau être un peu talentueux ou patati ou patata. En fait, en vrai, souvent, une entreprise, elle est rassurée par le fait que vous travaillez déjà pour des clients solides et qui ont de la notoriété. C'est évidemment clé, c'est important. Donc, il faut savoir le mettre en scène, il faut savoir l'amener. Vous pouvez parler aussi de study case pour montrer comment vous avez pris une problématique. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai appris que mettre en valeur une entreprise qui a déjà des clients, c'est plus facile qu'une entreprise qui a des petits clients. Ouais, ça, c'est sûr. Parler de techno, maîtriser, en gros, il faut le dire à un moment, ça dépend du brief, évidemment. Hein. Encore une fois, il faut mettre que des choses précises, on le verra à la fin dans la présentation, que des choses qui sont concrètes et comment dire, essentielles pour la présentation. Mais parler de techno, c'est aussi dire que vous avez une approche comme ça, on va dire technologique un peu avancée, et que vous êtes rassurant sur le fait que vous connaissez les problématiques liées aux technologies. Apprendre à comprendre, lui permettre de comprendre les performances de son site. Bah, très simplement, en fait, moi, mon approche, je pense qu'elle est pas mal, c'est de dire, bah voilà, il faut être aussi simple que possible dans les constats, il faut systématiquement comparer avec la concurrence, parce qu'en face, vous allez avoir évidemment votre interlocuteur, qui peut être un expert SEO, hein, ou plus ou moins expert SEO, mais vous allez avoir aussi d'autres interlocuteurs, c'est-à-dire son N+1, son N+2, un directeur e-commerce. Il faut que ce soit donc du coup une note, une présentation, une synthèse de votre offre, qui soit très concrète. Donc, elle est simple et elle est comparée à la concurrence systématiquement. Alors, rappelez, ça c'est drôle parce qu'en fait, je ne l'ai pas souvent entendu, mais rappelez que le SEO, c'est un levier très efficace, qui est une part importante dans le business des e-commerçants ou des sites, en tous les cas, mais des e-commerçants. Et bien souvent, on constate, par exemple Analytics, on constate que le levier est peu exploité. Alors, encore une fois, chez Search 4 Site, on disait qu'un site qui exploite correctement le levier SEO, c'est entre 50 et 70% du trafic. Bon, c'est pas en fait vrai. Enfin, évidemment que ça existe, mais ça dépend de la compétition du marché, enfin voilà, de la concurrence. Mais quand vous avez un levier ici, un SEO qui représente 26% du trafic, c'est sûr qu'il y a probablement des choses à faire. J'adore aussi rappeler aux clients, enfin aux prospects, aux gens qui sont en face de moi, la qualité du levier. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, quand c'est traqué correctement, évidemment, qu'il y a des sessions plus importantes, qu'il y a un temps de session qui est plus important, qu'il y a un taux de rebond, en faisant attention à ce que veut dire le taux de rebond, mais qui est amélioré, etc. C'est souvent le levier, il y a plus de conversion, c'est souvent le levier le plus propre et le plus efficace, en fait. Donc le rappeler pour dire, attention, le SEO, c'est un sujet important. Dans SimilarWeb, aussi regarder la part de trafic SEO de vos concurrents. Alors on peut, dans SEMrush, mais c'est un peu plus complexe, dans SimilarWeb, c'est assez bien foutu. La partie pro, en fait, vous pouvez du coup dire à votre prospect, regardez vos concurrents qui sont sur le même catalogue que vous, sur le même périmètre que vous, eh bien, ils exploitent mieux, ils ont 60% de trafic SEO, alors que vous n'en avez que 22 par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel. Donc ne pas hésiter à valoriser ce levier. C'est un levier très efficace, économique, avec un ROI intéressant, etc. Il faut le rappeler. Après, on rentre dans le dur. Le dur, c'est il faut que j'apprenne des choses très concrètes sur le business de l'entreprise. Donc, on va regarder la visibilité globale, on va faire des constats très concrets, on va parler de potentiel. On va regarder, alors ça, c'est un GFI sur le marché de la cosmétique, hein, du coup, hors marque. Évidemment, c'est toujours plus intéressant de le regarder hors marque. Et on va regarder comment les utilisateurs recherchent les produits en question. Donc, on va avoir, on va dire, les grands clusters de comportements de recherche. On va parler des 2 millions de recherches mensuelles que représente le marché. Ça donne le potentiel. On va évidemment parler également de la répartition de ces requêtes en termes on va dire, de grandes catégories, donc les produits, l'inspirationnel. On va rentrer dans le détail des catégories produits pour dire quels sont les potentiels de chacune des sous-catégories, entre guillemets. Parler de la concurrence. La concurrence, souvent, moi, par exemple, elle peut être un concurrent. Souvent, les entreprises considèrent qu'elle n'est pas un concurrent. Mais si, elle est un concurrent sémantique qui prend de la visibilité sur certaines requêtes, évidemment. Et donc, il faut en prendre conscience. Et finalement, c'est intéressant de pouvoir parler de l'ensemble de la concurrence. Et puis, regarder comment l'entreprise en question se situe sur son marché, en tous les cas, sur la visibilité de son métier, de son secteur. Et évidemment, là, on va voir qu'il y a un potentiel, puisque la position est plutôt, on va dire, à potentiel.
Après, on va rentrer dans le détail du marché global, on va rentrer dans les verticales pour aller analyser, pareil, la part de visibilité. Vous avez compris, en fait, je ne vous l'explique pas, mais vous avez compris grosso modo ce que signifiait ce graphe. Hein, c'est la visibilité page 1, page 2. Page 2, c'est l'orange, donc elle est vraiment peu prise en considération, mais c'est la part de visibilité, en fait, sur, là, en l'occurrence, la verticale, etc. Donc là, on va dire, regardez comment vous êtes situé par rapport à vos concurrents, regardez le potentiel que vous pouvez aller chercher. On va toujours parler de potentiel derrière, parce que sinon, ça serait peut-être un peu déprimant de constater ça. Mais on va parler des positions intermédiaires, donc des bas de page 1, des pages 2, pour montrer qu'il y a quand même des choses qui sont pas loin d'être positionnées. Et donc, du coup, ça donne des perspectives plus enthousiasmantes. Et puis, une fois qu'on a fait ces constats, là, c'est évidemment un peu light, mais on va dire très concrètement ce qu'il faut faire pour, on va dire, améliorer la visibilité dans les résultats de recherche. Donc, on va parler de on-page, bon, ça dépend de la problématique. Hein. On va parler évidemment des requêtes plus précises, on va parler des facettes sur le e-commerce, on va parler du maillage interne. Mais on est sur vraiment des constats très factuels, des performances et concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme correctif pour améliorer ces positions. Beaucoup diront, moi je l'ai entendu, ouais, mais vous donnez un peu tout en amont de l'avant-vente et peut-être que les gens peuvent annuler l'appel d'offres et puis faire ça de leur côté. Oui, peut-être, mais en même temps, c'est pas si précis que ça, c'est pas un audit. Hein. C'est pas un audit. Mais par contre, ça dit clairement que vous êtes engagé à donner des réponses et à donner des correctifs, et ça, c'est plutôt enthousiasmant pour un prospect. Regardez toutes les opportunités de visibilité, donc tout le parcours d'achat, évidemment. Là, l'inspirationnel, c'est pareil, c'est à traiter, il y a des potentiels, il faut les analyser, montrer en gros, faire un état de lieu assez complet de des constats de visibilité et des potentiels. Et puis pareil, comment, alors sur la partie, on va dire, informationnelle, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc on va parler des rich snippets, évidemment, de la ligne édito, des contenus vidéo, là en l'occurrence c'était le cas, de la gestion en dossier, effectivement, etc., des FAQ, et dire très concrètement tout ce qui va être mis en place. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une synthèse globale pour dire, voilà, on a identifié tous les chantiers de correctifs, voilà ce qu'on va faire. Donc on va les prioriser. Qu'est-ce qu'on va d'abord traiter? Évidemment, plutôt les requêtes business, les facettes, et puis après on va dérouler en fait par ordre de priorité, les pages listes. On va estimer la charge. Alors ça demande un peu de boulot, mais c'est quand même super efficace parce qu'en fait concrètement on dit aux gens, on dit aux clients, enfin aux prospects, voilà ce qu'il va falloir produire en fait sur ce qu'on a identifié. Donc concrètement on a la liste des courses de ce qu'il faut faire et ça c'est intéressant. Et puis on va préciser qui fait quoi, qu'est-ce qui est fait par l'agence, qu'est-ce qui est fait par l'annonceur, qu'est-ce qui est fait par éventuellement un prestataire extérieur. Alors là, sur cette fameuse courroie de transmission, entre les experts et l'entreprise, voilà comment je situe la technique et le netlinking. Évidemment, là c'est pour cet exercice-là que je le fais comme ça, mais ça dépend du prospect, ça dépend de plein de choses. On va peut-être parler plus de technique, ça dépend. Mais moi j'ai le sentiment que, en tout cas si on veut rendre les choses claires, on a parlé avant de performance de contenu et d'amélioration, on va dire d'optimisation de visibilité dans les résultats de recherche. Après, moi, je vais situer la technique et le netlinking comme étant, on va dire, des amplificateurs de ça. Alors, encore une fois, ça dépendra de la problématique posée en face. Et je vais, du coup, aborder, on va dire, alors avec des experts qui vont m'aider souvent à identifier les vrais points, mais on va aller chercher des insights techniques très clairs, très précis, qui expliquent potentiellement la limite, enfin, on va dire les freins à la visibilité dans les résultats de recherche. Voilà. On va en identifier quelques-uns, on ne va pas dérouler tous les sujets techniques, on ne va pas dérouler aussi des petits détails techniques comme les H1, enfin, des fois il n'y a pas d'intérêt à rentrer dans ces sujets-là. On va vraiment identifier que les points techniques qui nous semblent être des freins importants à la visibilité. On va évidemment prioriser ces points, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres sur la partie technique, on va donc évidemment les prioriser pour se dire qu'on va concentrer les efforts là où ça vaut vraiment le coup dans un premier temps. Sur la partie netlinking, là c'est pareil. Moi, j'ai été élevé donc du coup chez Search for Site avec le whiteout, donc non, on fait pas de netlinking payant, voilà, faut pas le faire, etc., etc. Il y a plein d'écoles. Moi, je serais tenté de dire qu'en fait, on a pour expliquer, en fait, l'enjeu c'est d'expliquer ça très simplement à un client. En fait, où il y a besoin d'en faire, où il n'y a pas besoin d'en faire, ou en tout cas c'est pas prioritaire. Voilà, donc c'est déjà une première. Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est pas un sujet?
Et puis après, on va pouvoir regarder, évidemment, on va le prouver, hein, on va regarder les performances en trust et en citation sur les concurrents, évidemment, pour voir que non, il y a un niveau de popularité qui est tout à fait convenable, ou au contraire, non, il y a effectivement un petit déficit qui peut limiter la visibilité dans les résultats de recherche. Après, on va le voir de trois façons, enfin, on va l'aborder de trois façons. Opportunité, en gros, c'est il y a peut-être des liens brisés, il y a peut-être des liens qui sont cassés, qui font perdre un peu de jus, donc il y a peut-être intérêt à les remettre en ordre. On va pouvoir surveiller, évidemment, et éventuellement, encore une fois, au cas par cas, sur des requêtes, sur des sémantiques très très compétitives, booster, amplifier une dernière fois, en tout cas, rajouter un amplificateur pour améliorer des positions qui seraient, par exemple, très concurrentielles. Là, on a un petit schéma qui explique assez bien les premières positions de la Fnac et de Darty et de Leclerc. Et on voit qu'effectivement, les premiers, la Fnac et Darty ont beaucoup plus de liens que. Donc ça explique qu'il y a quand même une espèce de déficit de netlinking qu'il va quand même falloir prendre en compte. Alors ça, je l'ai rajouté parce que c'est aujourd'hui tout à fait accessible et ça permet de. Alors nous, on l'avançait comme ça en disant que. En fait, les consultants SEO avaient une façon un peu intuitive, où c'est l'expérience qui leur permettait de dire comment il fallait prioriser une roadmap, en fait. Hein. Et d'ailleurs, souvent, les très bons se trompent peu. Hein. Aujourd'hui, avec la donnée, on peut quand même faire ce qu'on appelle du predict ranking, c'est d'aller regarder, on va dire, sur un marché donné, les facteurs de classement de Google, et du coup, prioriser la roadmap en fonction de ce qu'on a constaté comme performance de ces fameux facteurs de classement. Donc en fait, ça permet de façon très objective et très scientifique, finalement, d'organiser une roadmap assez précise. Clairement, il faut plus travailler la technique, plus travailler la sémantique, plus travailler le netlinking. On va avoir des informations très précises. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais assez incontournable dans une reco. Plusieurs choses derrière. L'avant-vente, c'est évidemment de l'écoute. En fait, en gros, comment la proposition que vous allez faire va s'emboîter parfaitement avec le besoin, ou en tout cas l'entreprise qui est en face. Si vous ne posez pas, évidemment, toutes ces questions, ça va être assez compliqué. Il y avait quand même une petite posture que moi j'ai constatée de temps en temps chez certains, mais pas tous, évidemment, de dire, moi je sais, je détiens le savoir de l'expertise SEO, et donc du coup je vais délivrer mon savoir, etc. Non, il faut aussi d'abord écouter quels sont les besoins, quels sont les objectifs, comment est organisé à l'interne le client, quelles sont ses capacités d'absorption, qui s'occupe du site, etc., etc. Quels sont les chantiers qui ont été mis en place, ceux qui sont prévus. Tout ça, ça vous permet de calibrer parfaitement votre offre par rapport aux besoins. Voilà. Donc c'est évidemment incontournable. Définir les objectifs de la mission. Reformuler les objectifs de la mission au moment de la présentation, c'est très important. D'abord, ça permet de revalider des choses, et puis ça donne une ligne directrice qui est intéressante pour les consultants qui travailleront sur la mission après. J'aime bien ce graphe Cluster, du coup, qui, moi, alors, on parlait de courroie de transmission, en tous les cas d'intermédiaire ou de traducteur du SEO donc entre les experts et un client, de temps en temps. Voilà comment on arrive à une répartition des énergies, donner une lecture assez simple en fait finalement de ce qu'on va faire. Évidemment, là on a un gros sujet sur la sémantique, évidemment la technique, puisque c'était un site de e-commerce, est aussi un sujet important, un peu moins, mais il va falloir travailler. Et puis la popularité, en fait tout va bien, en tous les cas c'est pas une priorité. Évidemment le monitoring du projet, derrière c'est une constante, on va suivre, etc. Donc ça permet de présenter la répartition des énergies. Ça, je trouve ça super bien. Je ne l'avais pas vu avant. C'est en fait la timeline, le démarrage de la mission. En fait. Qu'est-ce qu'on va faire précisément? Donc le onboarding, avec qu'est-ce qu'on va faire précisément, analyser l'organisation, les interviews, le kick-off, etc., etc. En fait, on va dérouler ici, de façon assez précise, tout ce qui va être mis en place au démarrage de la mission, de manière à, comment dirais-je, rassurer le client évidemment sur le fait que la mission soit bien menée, mais puis, surtout ça donne une visibilité, une clarté sur ce qui va être mis en place. Présenter l'équipe en vrai avec les CV, donc là j'ai pris des membres du SEO Camp, donc c'est on va dire des comédiens pour l'occasion. Présenter l'équipe, c'est aussi vachement important, les CV. Qui va travailler sur la mission? En fait, ça, c'est absolument clé, puisque finalement, ce qui va faire la prestation derrière, c'est des consultants qui vont être sur la mission.
En vrai, on peut, du coup, à des étapes bien définies, les mettre dans la réunion, hein, pour que le client rencontre. C'est important aussi, justement, comme il va être amené à travailler avec eux. Voilà, bon, ça se manie. En tout cas, ça peut être quelque chose qui fait gagner. Sur la partie budgétaire, bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je parle de budget. Il y a, encore une fois, chacun sa méthode, mais moi j'ai le sentiment qu'il faut être très détaillé sur le périmètre des audits et de l'accompagnement, évidemment. Très détaillé parce que c'est plus clair pour le client. Très détaillé parce que ça permet aussi de travailler la négo derrière. Hein. Si le client vous dit bah, finalement j'ai moins de budget, bah, on va retirer des lignes. Après, j'ai pas d'avis sur le forfait ou sur le TJM. TJM, c'est plus facile, j'ai l'impression. Voilà, ne dire que des choses essentielles, concrètes et imparables, et les enchaîner les unes à la suite des autres. Alors, j'avais vu ça à l'époque de Search 4 Site, hein, on va dire l'approche un peu hypnotique. En gros, vous avez fait un vrai travail d'analyse, vous avez identifié vraiment des insights assez précis, assez indiscutables, enfin assez imparables, entre guillemets, et face à votre client, tout en le laissant intervenir quand il ne comprend pas tout, évidemment, c'est les additionner les uns à la suite des autres pour qu'à la fin, il y ait un effet... effectivement, il a compris mon problème, il a su appuyer là où il fallait. Enfin, il y a une espèce de démonstration comme ça qui, moi, me semble être une façon assez efficace qui demande de l'exigence. Hein. L'idée, c'est quand même donc identifier des choses très précises et très vraies, entre guillemets, qui parlent à l'interlocuteur. Mais j'aime bien cette succession comme ça de points un peu clés. Bon, là, je vais passer, évidemment, une avant-vente, c'est professionnel, c'est réactif, c'est un métier. En fait, c'est vrai que moi, j'ai vu sur des appels d'offres, quand c'est des consultants qui le gèrent, il n'y a pas la réactivité. En fait, quand vous avez un client ou un prospect qui potentiellement veut travailler avec vous, le fait qu'il ait des réponses tout de suite, des réponses précises tout de suite, etc., c'est quelque chose qui rassure beaucoup sur la suite. Et ça me paraît être important. Et ben voilà, du coup, j'en ai terminé.